I want to create a world in which my son is proud of what we do. In a world and a job that actually does. Au moment où j'ai aperçu l'enveloppe, le temps a semblé s'arrêter. Pas d'adresse de date de retour, pas d'avertissement, pas de timbre officiel, contrairement à ce que laissait présager le monde contrôlé dans lequel j'avais grandi. Juste une simple enveloppe sans prétention apparemment insignifiante. Et pourtant, elle allait tout déclencher. Tandis que je l'ouvrais avec précaution et tenais le premier document entre mes mains, j'ai su instinctivement que ce que j'allais lire n'était pas une information anodine. C'était un détonateur soigneusement enveloppé dans un langage clinique et du vieux papier. J'ai senti la tension monter avant même que mes yeux n'atteignent les conclusions. Et puis c'est arrivé, ma réalité s'est effondrée. Les chiffres froids, le chef de laboratoire de la fin des années 1980, la mention des voyages médicaux de ma mère, c'était comme la perdre à nouveau, mais cette fois d'une manière que même mes souvenirs d'elle ne pouvaient être protégés. Les silences entre les mots étaient plus douloureux que les mots eux-mêmes. Ils confirmaient ce que personne n'avait jamais osé dire à voix haute, qu'une partie de la vie de Diana nous avait été cachée même au sein du palais. J'ai senti quelque chose s'effondrer en moi. Non pas une chute brutale, mais une fissure sourde et progressive dans ma poitrine que je ne pouvais arrêter. Une sensation qui ressemblait étrangement à celle que j'avais éprouvée en apprenant sa mort, ce même vide glacial et surréaliste. Pourtant, c'était différent, car cette fois, personne n'offrait d'explication. Cette fois, la douleur ne venait pas de l'extérieur, mais des ombres de notre propre passé. La photo qui accompagnait le rapport ne faisait qu'empirer les choses. Un enfant que je ne connaissais pas, mais dont le regard me transperçait l'âme. Un visage à la fois étrange et familier. Les bords de la photo étaient usés comme si quelqu'un l'avait portée pendant des années. Je ne pouvais pas la saisir. Comment une simple photo oubliée pouvait-elle si brutalement anéantir les fondements de tout ce que je croyais savoir ? Assise là, j'étais submergé par un flot d'émotions que je peinais à démêler, tristesse, incrédulité, colère, culpabilité et une peur viscérale. Non pas la peur de ce que cela signifierait pour moi, mais celle de ce que cela signifierait pour elle. Pour qui elle avait été, pour ce qu'elle avait vécu, pour ce qu'elle avait dû endurer en silence. Je repensais à toutes ces fois où je l'avais vue vulnérable, me serrant dans ses bras, avec une urgence que je ne comprenais pas enfant. Cette part d'elle-même la hantait-elle déjà ? Était-ce pour cela qu'elle veillait parfois si attentivement sur nous ? J'avais envie de repousser la vérité, de refermer le document, de le remettre dans son enveloppe et de faire comme s'il n'était jamais arrivé. Mais je n'y arrivais pas. Le papier me brûlait les mains comme une vérité vivante qui avait trop longtemps attendu d'être entendue. Ce qui m'a le plus frappé cependant, c'est ma réaction à l'idée que ce secret ne nous ait jamais été révélé. J'ai tenté de me rassurer en me disant que peut-être quelqu'un avait voulu le protéger, qu'il y avait une raison plus noble liée à la sécurité ou à la stabilité. Mais la vérité s'est imposée à moi. Pourquoi nous avoir caché cela ? Qui avait pris cette décision ? Et de quel droit s'arrogeait-il le droit de manipuler la vérité sur notre mère comme s'il s'agissait d'un dossier et arrangé soigneusement dans un classeur ? Ces questions ont commencé à germer telles les racines d'un arbre qui surgissent soudainement des fissures d'une fondation que j'avais toujours crue inébranlable. J'ai pensé à mon frère, à l'impact que cela a dû avoir sur lui, à la façon dont nos chemins s'étaient séparés, chacun essayant à sa manière de combler le vide laissé par son absence. Et maintenant, je me tenais là, face à une vérité qui allait de nouveau briser nos chemins, ou peut-être, qui sait, les réunir. Je me suis demandé comment il réagirait s'il ouvrait le même document, s'il ressentirait le même silence s'abattre sur lui, le même choc le parcourir, si comme moi, il s'effondrerait un instant sans rien laisser paraître. J'ai eu envie de l'appeler, de le prévenir, mais quelque chose en moi m'en a empêché. Certaines vérités sont inévitables. Elles doivent éclater en leur temps, à leur propre rythme, avec leur propre douleur. En regardant à nouveau la photo, j'ai ressenti le poids d'une chose que je n'avais jamais éprouvée aussi clairement. Auparavant, la responsabilité de comprendre. Non pas de juger, non pas de réparer l'irréparable, mais de voir la vérité telle qu'elle était. Car comment continuer à vivre dans une histoire incomplète ? Comment se protéger des mensonges extérieurs quand on n'ose pas affronter les silences qui résonnent en nous ? Je me suis demandé combien de personnes avaient toujours su cela. Avait-elle porté ce fardeau seule, ou d'autres avaient-ils choisi de se taire, peut-être même de l'isoler dans ce silence ? En déposant délicatement l'enveloppe, j'ai senti que cet instant marquait le début d'un voyage que je n'aurais jamais choisi de mon plein gré. Un voyage qui m'obligeait à revisiter un passé que j'avais tenté d'oublier. Mais il n'y avait plus de retour en arrière. La vérité s'était révélée à moi, et une fois perçue, je ne pouvais plus l'ignorer. Au fond de moi, je savais que cette découverte nous changerait tous, moi mon frère, la famille, peut-être même la monarchie tout entière. Mais le premier changement s'est opéré en moi dans ces moments de calme où j'ai compris que tout ce que je croyais savoir de mes origines, de ma famille et de son histoire devait être réexaminé à partir de cet instant. Et puis vint la question que je ne pus éluder malgré tous mes efforts. Et si ce n'était pas la fin d'un secret, mais le début de quelque chose de bien plus profond ?
Cette pensée me hantait pesante, inachevée comme une porte entr'ouverte, m'invitant à passer à autre chose, même si je savais que ce qui se trouvait derrière pouvait tout bouleverser. Dès l'instant où le palais apprit que William et moi avions reçu la même enveloppe anonyme, l'atmosphère bascula dans une panique froide et mécanique que je n'avais pas ressentie depuis des années. C'était comme une onde sismique invisible qui se propageait dans les couloirs, un tremblement que l'on ne ressent que lorsqu'un secret trop longtemps enfoui, commence enfin à fuiter. Je pouvais presque voir les conseillers qui d'ordinaire dissimulent soigneusement leurs émotions derrière le protocole échanger des regards anxieux. Pas de cris, pas d'alarmes manifestes, juste un silence pesant de ceux qui résonnent bien plus fort que n'importe quelle explosion. Ce qui me frappa le plus, c'est que ce silence avait exactement les mêmes contours que durant les semaines qui suivirent la mort de ma mère. Les mêmes regards lourds, les mêmes mouvements nerveux, la même hâte de reprendre le contrôle avant que l'histoire qui s'écrivait d'elle-même ne puisse se dévoiler au monde. Et cette fois, ce n'étaient pas mes souvenirs d'elle qui étaient au centre des préoccupations, mais la possibilité qu'une vérité cachée émerge, une vérité que même le palais ne pouvait plus contenir. Il ne fallut pas longtemps pour que le noyau dur des conseillers se réunisse. Un petit groupe fermé d'avocats, de stratèges politiques et de confidents chargés depuis des décennies de préserver l'intégrité de la monarchie, parfois en défendant la vérité mais le plus souvent en la manipulant. Les documents étaient étalés sur la table comme des objets contaminés. Personne ne les touchait, comme si la distance physique pouvait empêcher leur contamination. Je me tenais là observateur mais aussi profondément impliqué au cœur de tout cela. Il ne s'agissait pas seulement de protéger une institution, il s'agissait de protéger une histoire familiale trop souvent déformée par des décisions prises à notre insu. Ce qui m'est immédiatement apparu, c'est qu'au sein de la monarchie, ce genre de documents n'était jamais jugé uniquement sur leur fond. Tout était aussitôt ramené à deux questions: quelles conséquences pour la stabilité et comment empêcher que cela ne fuite. Il était presque ironique que personne ne s'interroge sur la vérité elle-même. Personne ne demandait « est-ce vrai ?» Personne ne demandait « qu'est-ce que cela signifie pour Diana, pour nous, pour l'enfant sur la photo ?» Non, la première question portait sur le contrôle, sur la dissimulation, comme si la vérité n'était qu'une variable dans une équation politique. Cela me révoltait, et pourtant je ne pouvais pas leur en vouloir. Au sein du palais, la vérité n'est jamais neutre, elle est explosive, imprévisible, dangereuse. Et ce document menaçait non pas d'une simple fissure, mais d'une brèche structurelle dans les fondements même de la monarchie. Les conseillers se sont aussitôt mis à élaborer des scénarios comme s'il s'agissait d'une crise diplomatique que l'on pouvait résoudre en réécrivant des protocoles. J'ai entendu des expressions comme implication constitutionnelle, succession, perception publique et le plus étouffant de tout, protéger la couronne. Il était clair qu'ils voyaient ce document comme une menace. Je le voyais comme une plaie ouverte. William arriva peu après. Il était visiblement tendu mais calme comme toujours. Tandis que j'étais encore sous le choc, il pensait déjà à l'enjeu, la famille, la nation, la responsabilité qu'il n'avait jamais sollicitée mais qu'il avait toujours portée. Son silence en disait long. Je connaissais ce regard. C'était le même qu'il avait eu lorsqu'il avait dû annoncer au monde la mort de notre mère. C'était le regard de quelqu'un qui savait que ses propres émotions ne devaient pas primer. Et à cet instant, je sentis la distance entre nous se creuser à nouveau, non par refus, mais par nature. Il voulait rétablir l'ordre, je voulais rétablir la vérité, et parfois ces deux aspirations sont si éloignées qu'on se demande si elles pourront un jour se réconcilier pleinement. Les conseillers commencèrent aussitôt à le briefer. Ils évoquèrent les voyages de Diana en Suisse en 1997 et 1988, les lacunes des archives, les silences toujours considérés comme relevant de la vie privée. Mais à présent que ces silences semblaient révéler un événement imprévisible, ils comprirent qu'il était impossible de dissimuler ces informations sans avoir préalablement examiné tous les documents. Tandis que les juristes discutaient des risques et des conséquences, je vis William se raidir peu à peu. Je savais ce qu'il pensait. Que signifie cela pour l'avenir qui m'a été confié? Mais je pensais tout autrement. Que signifie cela pour le passé qui m'a été volé? Ma colère a explosé lorsque le mot « confinement » a été prononcé. J'avais l'impression que quelqu'un insensible à notre douleur tentait d'étouffer quelque chose qui avait désespérément besoin de respirer. Comment peut-on réduire la vérité sur une femme comme Diana à un simple problème gérable? Comment peut-on considérer un frère potentiel, un enfant, une vie, comme un risque plutôt que comme un être humain? Mais je n'ai rien dit. Je ne voulais pas que mes émotions servent de prétexte pour me mettre à l'écart. Le palais excelle à qualifier les sentiments d'irrationnels et les préoccupations rationnelles de manquement au devoir. Au fil de la discussion, deux voix s'imposèrent enquêter sur la vérité ou l'étouffer. La première option était dangereuse, imprévisible et potentiellement dévastatrice.
La seconde, stratégiquement plus simple, ravivait pourtant émotionnellement tous les traumatismes subis par ma mère. Je percevais l'hésitation de William, et il percevait ma passion. C'était comme si nous étions chacun de part et d'autre d'un même gouffre, le document se trouvant au milieu. Un pont capable à la fois de relier et de briser. Ce qui m'a le plus frappé cependant, ce n'était pas la peur institutionnelle. C'était la prise de conscience que tout cela n'avait jamais commencé par des jeux de pouvoir. Cela avait commencé avec une femme qui aimait intensément, qui souffrait intensément et qui devait cacher une partie d'elle-même car le monde la dévorait avec trop d'avidité. Et maintenant, cette part cachée se trouvait au milieu d'une pièce remplie de gens qui ne l'avaient jamais connue comme nous l'avions connue. Au fil de la conversation, je sentais la décision se rapprocher. Non pas des conseillers, non pas du palais, mais de nous, de William, de moi. La question qui persistait n'était ni juridique ni politique, mais humaine. Avons-nous le courage d'affronter une vérité que tous ceux qui nous entourent préféreraient étouffer ? Je savais que la réponse allait tout changer. Mais je savais aussi que le seul moyen d'aller de l'avant était de cesser de laisser le passé mourir en silence. Dekan m'a appelé, sa voix maîtrisée mais avec une nuance que je lui connaissais rarement. J'ai su que je n'étais pas la seule à porter un fardeau caché. Un silence s'est installé entre ces mots, un silence lourd, non pas d'incertitude mais de poids, le poids d'un secret enfoui depuis trop longtemps. Lorsqu'elle m'a invité dans ses appartements privés, j'ai senti la tension me serrer à nouveau la poitrine. Non pas par peur de ce que j'allais entendre, mais parce que je pressentais intuitivement que cette conversation redessinerait la frontière entre passé et futur. Et j'avais raison. À peine avais-je franchi le seuil de sa chambre, petite, simple, presque silencieuse, qu'elle m'a tendu une enveloppe. Pas n'importe laquelle, mais une identique à celle que j'avais reçue. Même couleur, même texture, même froideur, même vide, celui d'un secret tue pendant des années. À cet instant, j'ai compris cette histoire ne commençait pas avec les lettres de la veille. Ses racines plongeaient dans les derniers instants de la vie de ma mère, et même avant. Anné ne m'a pas tout raconté d'un coup. Elle n'est pas du genre à rechercher le sensationnalisme ni à gaspiller des mots. Elle l'a dit à sa manière structurée, sobre, presque clinique, comme si elle s'était entraînée à réprimer ses émotions lorsqu'il s'agissait de transmettre quelque chose d'important. Mais tandis qu'elle parlait, je percevais entre les lignes quelque chose de bien plus profond, une douleur qu'elle portait en elle depuis des années insoupçonnées. Je l'ai perçue dans le bref mouvement de ses yeux lorsqu'elle a mentionné la date d'arrivée de l'enveloppe, fin des années 80. Une période que je ne connaissais que par bribes de souvenirs, le rire de ma mère, la douce lumière de Kensington, la chaleur de ses mains. J'étais trop jeune pour tout comprendre, mais assez grande maintenant pour savoir que c'était l'époque où beaucoup de choses autour d'elle étaient soigneusement protégées. Anne expliqua que le message avait été déposé à l'entrée de service sans adresse de retour. Bien qu'elle ait d'abord cru à une erreur, après l'avoir ouvert, elle sut que ce n'était pas un simple bout de papier. C'était l'écho de quelque chose qui n'était jamais censé disparaître complètement. Un document signé du même chef de laboratoire que celui qui se trouvait maintenant sur mon bureau. Les mêmes chiffres, le même nom, la même conclusion sans équivoque. Et lorsqu'elle prononça ces mots pour la première fois, je ne la vis plus comme la femme imperturbable et consciencieuse qu'elle avait toujours été, mais comme quelqu'un qui avait vécu avec un secret impossible à partager. L'idée qu'elle ait gardé ce secret pendant près de 40 ans, non par lâcheté, mais par sens des responsabilités, me bouleversa plus profondément que je ne l'aurais cru. Pourquoi était-elle restée silencieuse ? La réponse était d'une simplicité douloureuse et pourtant d'une complexité déchirante. Elle voulait protéger ma mère. Non pas parce qu'elle était certaine que ce secret lui nuirait, mais parce qu'elle sentait que Diana avait besoin de cette protection. Et peut-être savait-elle d'une manière qui nous échappait, alors que ce secret n'avait pas sa place dans un monde où notre mère était jugée harcelée, critiquée, disséquée et mise en pièces par une presse qui ne s'arrêterait pas tant qu'elle ne l'aurait pas totalement exclue de toute compassion. Quand Anne m'a dit qu'elle avait gardé l'enveloppe dans un tiroir fermé à clé pendant des années, j'ai vu le déchirement dans ses yeux. Le déchirement entre parler et se taire, entre vérité et paix, entre famille et devoir. Elle n'avait jamais voulu nous accabler de ce mystère, mais maintenant qu'il refait surface, elle comprenait que son silence avait eu raison. Tout dans son attitude révélait que ce moment, cette disparition, lui coûtait plus qu'elle ne le laissait paraître. Ce qui m'a peut-être le plus marqué, c'est son regard lorsqu'elle a dit qu'il était temps d'affronter la vérité. Non seulement parce que nous étions adultes, non seulement parce que la vérité nous appartient, mais parce qu'elle savait que cette fois le palais ne pouvait plus se contenter de dissimuler les faits. Pas alors que nous étions toutes deux en possession des mêmes documents. Pas alors que la vérité commençait à se déchirer au sein même de l'institution. Anne avait gardé le secret car elle pensait que protéger notre mère primait sur le confort d'une transparence totale. Mais à présent, elle comprenait que cette protection même nous empêchait de la comprendre pleinement. En l'écoutant, j'éprouvais un mélange de respect et de tristesse. Du respect car elle portait ce fardeau avec un courage que personne ne reconnaîtra jamais. De la tristesse car je réalisais combien de pans de la vie de ma mère s'étaient déroulés dans l'ombre, combien de fragments de son histoire avaient été dispersés entre des personnes qui se sentaient en silence responsables de parties de son cœur.
Je me demandais ce que ma mère avait ressenti en prenant cette décision, celle de nous séparer d'un enfant d'une vie. Était-ce de l'amour, de la peur, de la protection, ou un combat contre un système qui l'aurait puni pour la moindre déviation? Ces questions me traversaient comme des fils brûlants, changeant sans cesse de forme sans jamais disparaître. Car comment comprendre une décision prise dans des circonstances dont nous n'avons jamais été pleinement témoins? La révélation d'Anne n'a pas seulement ajouté un nouveau chapitre à l'énigme, elle a aussi engendré une nouvelle prise de conscience. Il ne s'agissait plus de rechercher des faits, mais la vérité de ma mère. Une vérité bien plus profonde que les chiffres d'une feuille de laboratoire. Une vérité sur l'amour, sur les choix, sur le pouvoir et l'impuissance. Sur ce que l'on tente de protéger quand le monde est trop dur pour être honnête. Quand j'ai pris l'enveloppe des mains d'Anne, j'ai eu l'impression qu'on m'avait confié un flambeau. Non pas celui de la colère, mais celui de la responsabilité. La responsabilité de comprendre qui était vraiment ma mère, non seulement dans le rôle qu'on lui avait assigné, mais aussi dans les choix qu'elle faisait en secret. Et à ce moment précis, j'ai su ce secret ne nous détruirait pas. Il nous changerait. Il nous obligerait à examiner tout ce que nous pensions savoir et à nous demander quelle part de cela était réellement vraie. Le lendemain matin, en entrant dans la salle des archives, un espace frais, presque stérile où le silence pesait sur les murs, j'eus l'impression de franchir une frontière. Pas seulement physique, mais aussi émotionnelle. Tout ce que j'avais découvert jusqu'alors reposait sur des fragments, sur mon intuition, sur les révélations d'Anne et sur le document explosif qui nous avait mis, William et moi, à genoux. Mais ici, dans cette pièce remplie de dossiers, de registres de documents médicaux, de notes obsolètes et d'étiquettes délabrées, la véritable trame du passé allait se dévoiler. Et c'est précisément pour cela que j'ai senti mon souffle se couper. Car si des réponses existaient encore entre ces murs, elles gisaient ici, enfouies sous des couches de bureaucratie, de silence et de censure délibérée. C'était le lieu où la vérité n'était pas dite mais cachée, et j'étais enfin prête à la déterrer. Les archivistes avaient déjà disposé les documents. 16 boîtes soigneusement classées, chacune portant des dates qui s'associaient instantanément dans ma mémoire à des fragments de ma petite enfance. Je voyais 1987, 1988, 1989. Des années qui évoquaient des images de jardins d'été, de couloirs moelleux, du doux parfum de ma mère lorsqu'elle me prenait dans ses bras. Il me paraissait étrange que les moments les plus fragiles de ma vie reposent désormais devant moi dans des boîtes en carton gris, comme si les souvenirs n'avaient de sens que lorsqu'ils pouvaient être authentifiés par des tampons officiels. William se tenait à quelques pas, le visage tendu mais concentré. Il n'avançait pas précipitamment mais méthodiquement, presque cérémonialement. Il traitait chaque document comme une relique, non par émotion, mais par sens du devoir. Il savait que chaque détail pouvait déstabiliser la monarchie. Pour ma part, je ressentais une plus grande urgence. Non par impatience, mais parce que je savais qu'aucune institution n'avait le droit de réduire l'histoire de ma mère à une simple analyse de risque. Pour moi, il ne s'agissait pas de succession ni de politique. Il s'agissait d'humanité. Les premières boîtes ne contenaient que des notes administratives éparses, rendez-vous, carnet de bord, notes de frais de voyage. Puis comme si la vérité se dévoilait peu à peu, des schémas se sont dessinés. Les visites en Suisse étaient qualifiées de consultations privées sans justification médicale. Dans certains cas, l'heure était indiquée, mais le nom du médecin traitant était absent. Et le plus frappant, plusieurs pages blanches où du texte avait manifestement été effacé. Non pas par négligence, mais délibérément. Ces omissions n'étaient pas la procédure habituelle à l'époque. Quelqu'un avait clairement voulu empêcher que les informations adjacentes ne soient jamais lues. J'ai consulté un rapport précis indiquant que ma mère avait un rendez-vous dans une clinique suisse. La date correspondait exactement à la période couverte par le rapport ADN. Or, la page suivante, qui aurait dû contenir les résultats d'analyse, avait été littéralement arrachée du dossier. Il ne s'agissait pas d'une copie, c'était le dossier original. Une page avait été physiquement retirée. Et lorsqu'un élément est physiquement retiré dans un système qui repose sur l'intégralité des données, on sait que l'enjeu dépasse la simple question de la confidentialité. Il s'agit de contrôle. De qui a le droit de savoir ? William soupira en constatant le même vide. Pas bruyamment, pas théâtralement, mais profondément, comme si une part de lui comprenait qu'il ne s'agissait plus d'une simple affaire familiale. C'était un problème structurel. C'était l'héritage de décennies de culture interne où les vérités dérangeantes étaient étouffées non pour protéger les individus, mais pour préserver le pouvoir. Au fil de notre entretien, un autre détail est apparu, une note interne évoquant une consultation à huis clos menée en dehors des circuits administratifs habituels. Le mot « externe » était souligné. Et juste en dessous, la participation de hauts responsables du palais ne requiert qu'une documentation minimale. La note était signée d'initiales que j'ai immédiatement reconnues, celle d'une personne qui jouera plus tard un rôle prépondérant dans la gestion de l'image publique de Diana. L'implication était claire, cette visite devait rester indétectable. Ni pour la presse, ni pour le Parlement.
Et, semblait-il, même pas pour ses enfants. J'avais la boule au ventre. Plus nous lisions de documents, plus il devenait évident que ces événements n'étaient pas isolés. Il ne s'agissait pas d'erreurs administratives ni de négligence. C'était un réseau savamment orchestré de lacunes de silence et de chronologies déformées. Et c'est précisément dans ces lacunes que semblait se cacher la vérité concernant l'enfant sur la photo. J'ai été frappé par la différence de réaction entre William et moi. Alors que lui voyait chaque règle manquante comme une menace pour l'institution qu'il était censé protéger, je voyais avant tout l'histoire d'une femme tentant de se frayer un chemin dans un monde qui ne l'avait jamais protégée. Pour lui, il s'agissait d'une crise institutionnelle potentielle. Pour moi, c'était une renaissance personnelle. La reconquête d'une part de l'identité humaine de ma mère qui avait été confisquée par d'autres. Je me suis posé une question que j'osais à peine formuler. Et si ma mère ne cachait pas cela par honte, mais par protection? Et si cet enfant n'avait jamais été un secret pour elle, mais un secret pour eux? Cette idée m'a frappé plus fort que je ne voulais l'admettre. Elle donnait un sens à tant de moments où je la voyais se débattre avec son rôle, sa liberté, son désir ardent d'une vie qui lui appartienne et non à l'institution. Peut-être que ce secret n'était pas une erreur, un péché, un faux pas. Peut-être était-ce un acte d'amour, un acte de protection contre un monde qui ne lui avait jamais accordé son propre espace. Les documents d'archives n'ont pas seulement commencé à apporter des réponses, ils ont complètement transformé ma compréhension de la vie de ma mère. Sa vulnérabilité est devenue palpable, sa solitude palpable, son courage presque douloureusement évident. Et à cet instant, j'ai su que nous n'avions fait qu'effleurer le sujet. Car si les documents avaient pu dissimuler tant de choses, qu'avaient donc caché ceux qui les avaient rédigés? En refermant le dernier dossier de la journée, j'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. La vérité résidait non seulement dans ce qui était là, mais surtout dans ce qui manquait. Et ces silences appelaient à la confrontation. Non pas avec le papier, mais avec les gens. L'étape suivante était inévitable. Il fallait leur parler. Aux personnes qui avaient vécu cela. À celles qui étaient restées silencieuses. À celles qui souhaiteraient désormais s'exprimer. Et en quittant la salle des archives, une pensée me paraissait de plus en plus forte. Et si la vérité n'avait jamais été perdue mais délibérément dissimulée par ceux qui se plaçaient au-dessus d'elle? Il était temps de défoncer cette porte, et je sentais que derrière elle se cachait quelque chose qui changerait nos vies à jamais. Les jours qui suivirent nos recherches aux archives furent comme une traversée d'un brouillard épais. Un brouillard non pas arbitraire mais délibérément créé par des personnes qui savaient se servir du silence comme d'une arme. Car lorsque les documents ne suffisaient plus, lorsque les lacunes parlaient plus fort que les quelques lignes qui subsistaient, je sus que l'étape suivante était inévitable, il nous fallait retrouver les responsables de ces silences. Non pas pour les punir, mais pour enfin comprendre pourquoi cette partie de la vie de ma mère, et donc de la nôtre, avait été sciemment diffusée, remaniée et occultée. Ce qui allait se dérouler à huis clos n'était pas la recherche de coupables, mais celle des mécanismes. Des mécanismes de pouvoir, de peur, de tradition et de l'éternel argument selon lequel tout arrive pour le bien commun. Là, lors de ces rencontres, il devint évident jusqu'où certains étaient allés pour contrôler une vérité qui ne leur avait jamais appartenu. Notre première rencontre eut lieu avec un ancien fonctionnaire du palais chargé pendant des années de la protection des informations sensibles, notamment durant les dernières années tumultueuses du mariage de mes parents. Il nous attendait déjà dans une pièce discrète, d'une aile ancienne du palais, un lieu imprégné d'histoires, de vieux tapis et des décisions importantes qui y avaient été prises. L'homme paraissait plus fragile que dans mon souvenir, mais son regard conservait la vigilance aiguë de celui qui avait bâti toute sa carrière sur la vigilance. Il savait pourquoi nous étions venus. Je le voyais à sa posture tendue mais aussi fatigué, comme s'il savait que cette conversation aurait lieu un jour et qu'il avait tenté toutes ces années de la repousser. Il commença par un soupir, non pas un soupir théâtral, mais un soupir las comme le dénouement d'une histoire vieille de 40 ans. Il parla de l'immense pression que Diana subissait à l'époque. Comment chaque mot qu'elle prononçait, chaque réaction émotionnelle, était analysée, interprétée et exploitée. Et comment le palais, par un réflexe qu'ils appelaient « protection », se souciait parfois plus des réputations que des personnes. C'était douloureux à entendre, car entre les lignes, il devenait clair que ma mère n'avait jamais eu la pleine liberté de faire ses propres choix. Chacun d'eux était filtré par le regard des autres. Lorsqu'il s'est enfin exprimé sur la période 1997-1998, son silence s'est fait encore plus pesant. Il a admis avoir participé à la suppression de documents, non pas parce qu'il en connaissait le contenu, mais parce qu'on lui avait dit que ces informations pouvaient menacer la stabilité de la monarchie. Ce qui l'avait le plus marqué, a-t-il déclaré, ce n'était pas l'ordre en lui-même, mais la manière dont il avait été donné sans explication, sans contexte, sans laisser place à l'ambivalence morale. Pour le bien commun, lui avait-on dit. Et c'était tout. J'ai vu William se figer en entendant cela. Il a gardé son expression, comme toujours, mais j'ai perçu la tension dans sa mâchoire. Le plus douloureux pour lui n'était pas la vérité elle-même, mais l'idée que l'institution qu'il était censé protéger était complice de sa déformation.
Il le vivait comme une trahison personnelle. Pour moi, c'était la confirmation de ce que je pressentais depuis des années. Les systèmes qui prétendent nous protéger détruisent souvent ce qui nous définit en tant qu'êtres humains. Notre deuxième rencontre fut encore plus tendue. Une femme jadis haut placée dans les cercles royaux qui s'était forgé une réputation de conseillère influente. Ce n'était pas une administratrice, mais une stratège. Elle façonnait des récits, décidait quels détails seraient publiés et lesquels resteraient à jamais tus. Assise en face de nous, elle conservait cette même élégance imperturbable que j'avais connue adolescente, mais sous cette apparente sérénité, je percevais une froide rationalité intacte. Lorsque nous l'avons interrogée sur cette période, sur les documents, sur les personnes qui contrôlaient de la vie de ma mère, elle a d'abord paru réticente. Mais sous nos insistances, son ton a changé. Elle a admis qu'il y avait eu des rumeurs, que certaines circonstances délicates avaient été passées sous silence. Elle a parlé de protection de la cellule familiale, de protection des enfants, de protection de l'institution. Mais je n'y ai perçu qu'une seule chose, la protection du pouvoir, la protection d'une image qu'il fallait préserver à tout prix. Elle a évoqué les stratégies employées, réécrire la chronologie des événements, gérer les relations avec la presse et fabriquer des explications alternatives. Elle a expliqué comment parfois l'information n'était pas perdue, mais repositionnée, ce qui dans le jargon du palais signifie qu'elle était dissimulée jusqu'à ce qu'il soit possible de la faire disparaître complètement sans danger. Puis elle a dit quelque chose qui m'a profondément bouleversé. Ta mère voulait te protéger. Mais protéger, c'est parfois ne pas avoir le droit de tout savoir. Cette phrase résonnait sans cesse dans ma tête. Non pas parce qu'elle avait du sens, car elle n'en avait pas, mais parce qu'elle montrait avec quelle facilité la dimension humaine d'une histoire est sacrifiée à la rationalisation collective. Protéger ne devrait jamais signifier priver quelqu'un de son droit à la vérité, surtout pas lorsqu'il s'agit de sa propre mère. J'ai vu la rage d'Harry, ma rage, résonner dans la pièce. Et en même temps, j'ai perçu le conflit intérieur de William. Il comprenait la logique institutionnelle, mais il la haïssait. Car comment peut-on continuer à défendre un système qui étouffe la vérité de sa mère? Comment peut-on être l'architecte d'un avenir bâti sur des failles délibérément créées? De ces rencontres, une chose est devenue indéniablement claire, ce secret n'était pas le fruit d'une seule erreur, d'une seule décision, ni d'une seule personne. Il était le produit d'une culture où la vérité n'est pas perçue comme un fondement mais comme un outil. Une culture où le pouvoir prime sur l'humanité. Et une culture dans laquelle ma mère, une femme qui désirait simplement être vue, entendue et aimée, se retrouvait de plus en plus prisonnière d'une histoire dont elle n'avait jamais pu s'échapper. Lorsque William et moi avons refermé la dernière porte derrière nous ce jour-là, je savais que le puzzle était presque complet. Il manquait encore la voix de la personne à qui appartenaient tous ces documents, ces récits et ces silences. Et cette voix nous attendait, en chair et en os. Le matin de la réunion était différent. Ni plus lourd, ni plus léger, mais intense, comme si chaque seconde avait pris ses propres contours. Je l'ai remarqué dès que je me suis levé, le silence dans la pièce n'était pas vide, mais chargé d'anticipation, comme si les murs savaient qu'aujourd'hui, une vérité qu'ils abritaient depuis des années allait être révélée. En enfilant mon manteau, j'ai ressenti un étrange mélange de calme et de tension. Calme car c'était la dernière pièce manquante d'une histoire qui allait enfin se compléter. Tension car rien ne peut vous préparer à une rencontre avec quelqu'un capable de bouleverser tout votre passé par sa simple présence. Le voyage jusqu'au lieu convenu, une terre discrète et neutre où personne ne viendrait spontanément nous imposer des titres ou des attentes, semblait presque irréel. Dehors, je découvrais un paysage qui ne prêtait aucune attention aux couronnes ni aux lignées. Et c'était peut-être précisément pour cela que cet endroit avait été choisi. Nous avions besoin d'un espace où l'histoire qui nous enveloppait ne laisserait pas immédiatement son empreinte. Un espace où la vérité et l'identité pourraient s'exprimer librement. Lorsque je suis entré avec William dans cette petite pièce austère, sa simplicité m'a frappé. Aucun symbolisme, aucun portrait, aucun silence protocolaire. Juste une chaise, une table et une porte. Et c'est précisément cette simplicité qui rendait l'instant d'autant plus intense. Car sans le voile habituel du statut et des cérémonies, il ne restait que l'humanité. Cette humanité si souvent perdue à l'ombre de la couronne. Quand la porte s'ouvrit et qu'il entra, il se produisit quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Pas de choc, pas de révélation spectaculaire comme on en voit souvent au cinéma. C'était beaucoup plus calme, comme si mon cœur reconnaissait une sensation indéfinissable que mon esprit ne parvenait pas encore à identifier. L'homme qui se tenait devant nous n'affichait ni arrogance, ni incertitude, ni attente. Il était simplement lui-même. Et cela à lui seul fut un soulagement. Son visage était plus âgé que celui de l'enfant sur la photo, mais les ressemblances étaient frappantes. La forme de ses yeux, la douceur de ses lèvres, sa posture, la légère inclinaison de sa tête. Autant de petits détails qui me rappelaient dans des moments avec ma mère que je croyais oubliés. Je revoyais des bribes de son sourire, le regard qu'elle portait lorsqu'elle écoutait quelque chose qui la touchait, sa présence à la fois douce et puissante.
Et à cet instant de reconnaissance, une vague d'émotion m'envahit, une émotion que je peinais à identifier. Nous sommes restés face à face un instant dans un silence qui en disait plus que tous les mots. Il n'y avait pas de protocole pour cet instant. Aucun langage existant ne pouvait décrire la signification de cette rencontre. Comment appeler celui qui pourrait être un frère, peut-être un étranger, peut-être la preuve vivante de tout ce que vous ignoriez? Comment poser une question sans que la question elle-même n'en dise trop? Il fut le premier à parler. Sa voix était douce, presque prudente. Il ne parlait ni avec certitude, ni avec culpabilité, ni avec nostalgie, seulement avec vérité. Il me raconta comment ma mère avait voulu le protéger, non par honte mais par amour. Elle ne l'avait pas caché parce qu'il était un fardeau, mais parce qu'elle voulait lui offrir une vie libre des chaînes dont elle n'avait jamais pu se défaire. Et tandis qu'il parlait, je vis dans ses yeux quelque chose que je reconnaissais dans les siens, ce mélange si particulier de force et de vulnérabilité. Un regard qui portait la vérité sans en être ravagé. Ses paroles à son sujet m'ont transpercé. Il m'a dit qu'elle gardait le contact par l'intermédiaire d'intermédiaires, qu'elle voulait savoir comment il allait, qu'elle souhaitait qu'il s'épanouisse sans le poids des attentes des titres ou des commérages. Elle voulait qu'il soit libre, libre de sa souffrance, libre du palais, libre des médias, libre d'être lui-même. Et j'ai ressenti un frisson me parcourir en réalisant que c'était peut-être la chose la plus maternelle qu'elle ait jamais faite. William se tenait à mes côtés, visiblement ému mais différent de moi. Si je ressentais surtout de la tristesse pour ce qui avait été perdu, je percevais en lui le combat intérieur face aux conséquences que cela pourrait avoir pour l'avenir. Je voyais sa responsabilité, son sens du devoir, son attachement à la stabilité qu'il se sentait obligé de préserver. Mais je voyais aussi dans ses yeux que quelque chose se brisait. Non pas quelque chose qui allait le détruire, mais quelque chose qui enfin le rendait humain dans un rôle qui exige souvent de lui des choses inhumaines. Nous avons longuement parlé de culpabilité, de choix, de liberté, du danger que représentait désormais la vérité. Il m'a dit qu'il n'avait jamais voulu s'immiscer dans nos vies, qu'il n'avait jamais eu l'intention d'envahir notre monde. Il avait respecté le secret, même s'il savait que cela lui coûterait son histoire. Et c'est peut-être ce qui m'a le plus touché. Il n'avait jamais cherché sa place. Il voulait simplement accepter la vérité sans qu'elle ne bouleverse son existence. Au moment de nos adieux, j'ai ressenti une chose inédite, une étrange paix. Non pas parce que tout était devenu clair, mais parce que la vérité avait enfin un visage, et ce visage n'était pas une menace. C'était celui d'une perte qui ouvrait la voie à la compréhension. Mais en quittant la pièce, il est devenu douloureusement évident que William et moi étions confrontés à des choix différents. Je sentais qu'il fallait dire la vérité toute la vérité sans retenue. Non pas pour faire sensation, mais pour elle, pour notre mère, pour l'enfant qui n'aurait jamais le droit d'avoir un nom dans notre monde. William, quant à lui, pensait à la couronne, au pays, à l'avenir qu'il était censé porter. La vérité pouvait libérer, mais elle pouvait aussi détruire. Et son regard me disait qu'il pensait que ce secret valait mieux être protégé que révélé. Nous restâmes donc là dans la pénombre, devant la salle de réunion. Deux frères unis par le sang mais séparés à cet instant par la vérité. Et je sentais au plus profond de moi que c'était le début d'une nouvelle rupture. Non pas par la haine, non pas par le conflit, mais par le choix impossible entre deux amours, l'amour de la famille et l'amour de la vérité. Que se passe-t-il lorsque ces deux-là se croisent ? La réponse n'était pas encore définitive, mais je savais qu'elle nous changerait tous les trois à jamais.